Ça va, Gilbert? Ouais, ça va bien, merci Ouais. beaucoup. Ouais, Je suis mais trop c'est cool. contente de t'avoir ici ce soir, c'est trop cool. Et moi Salut tout le aussi. monde! Bonjour tout le Salut tout le monde. monde! Alors, donc Gilbert, tu es la troisième diffusion de cette deuxième journée d'événements. Et les filles que je vois là, pour la plupart, elles sont là depuis hier matin. On en est à la un, 2, 3. Ça doit être le sixième ou septième live, je pense. Ok, Et super. il y a plein de monde. On est à 380 inscrits là. Tu vois, donc Magnifique. ouais, c'est super. Il y a une émulation de dingue. Et non, non, vraiment, c'est cool. Ah, il y a Pascaline qui est là. Elle est venue aussi Ah oui, t'écouter. Ouais. notre Attends. judoka, notre judoka Ouais. préféré. Ben, Pascaline, elle était là hier soir, tu vois, et c'était vraiment cool. On a eu Caro ce matin. Mélissa est venue deux fois, donc voilà. Bon, mais vous êtes déjà super nombreux, c'est cool. Merci beaucoup à toutes de votre présence. Je dis toutes parce que je crois qu'il n'y a que des filles, hein. Mais il y a Lynn qui dit trop contente d'être là. Bah, super Lynn, comme ça tu auras vu les deux côtés. Tu auras vu l'intervention et la diffusion. C'est parfait. Alors ce soir, je reçois donc Gilbert que je connais depuis. On s'est rencontrés en 2019, toi et moi. Oui, je crois bien, hein. À À Toulouse, à l'événement, à Toulouse. l'événement live Vivre de sa passion de Toulouse, c'est ça. Et je disais hier aux filles que moi j'étais tombée amoureuse de toi et de ton projet ce jour-là. Magnifique. Et moi, je t'avais déjà repéré sur le groupe VDSP parce que tu Ouais. n'arrêtais pas d'intervenir tout le temps. Je me dis, mais c'est qui cette Julie? C'était un plaisir de te rencontrer aussi Ah non, à c'était Toulouse. cool. Ouais, c'était cool. Et Mm. j'avais trouvé notamment que tu avais une connexion émotionnelle en fait avec ton projet qui était super belle. Mm. Tu en parlais avec une grande douceur, mais tu sais, un peu comme si tu me parlais, je sais pas, d'un être à protéger ou je sais pas, tu vois, d'un Mm. truc. Moi, je voyais vraiment ça comme quelque chose d'hyper précieux, tu vois. Et Mm. du coup, je m'étais dit, ouais, c'est chouette ce qu'il fait. Et donc, toi, du coup, Gilbert, tu es artiste, Mhm. voilà, Oui, tu es oui, je suis peintre. artiste, je suis peintre, absolument, Voilà. depuis pas mal d'années. Et du coup, aujourd'hui, en fait, donc, tu as fondé un institut, je ne sais pas comment on pourrait définir ça, un institut d'art qui s'appelle l'Arquarium. Ouais, une école de peinture, Ok. absolument. En Suisse, à Genève. En Suisse, à Genève, je l'ai fondé en 2002. En fait, l'idée, c'était de pouvoir transmettre un petit peu tout ce que j'avais moi-même appris auprès de mon maître qui s'appelle Lucio Loubet. Et puis, j'ai fait cette école de peinture en 2002. D'accord. Et donc, de 2002 à quoi 2016, 2017, tu t'es vraiment axé sur cette école-là, quoi. Absolument, à Ok. fond, à fond. Donc j'ai commencé avec 0 élèves quand j'ai commencé et je me disais un jour j'aurai 100 élèves de peinture dans mon atelier. Et puis mes amis ou les gens autour de moi me disaient mais il est complètement fou, etc. Et je suis arrivé à 150 élèves. Et donc Ok. j'avais à un moment 150 élèves, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de choses à mettre en place. Le bonheur d'enseigner la peinture. Et oui, j'ai commencé comme ça. Ok. J'ai Et commencé donc, comme du ça. coup, pendant toutes ces années, tu enseignes comme ça en direct aux gens. Donc, quoi, tu leur apprends à peindre? C'est ça que tu fais? Alors, je leur apprends, non, oui, bien sûr, c'est ça, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est plus qu'un atelier de peinture où on apprend à peindre, c'est un atelier où j'essaye de réhabiliter la notion de langage dans la peinture. Parce qu'aujourd'hui, quand on peint, on voit plein de vidéos où on t'apprend à faire des effets, des beaux ciels, des belles choses, mais on parle jamais des grandes règles d'harmonie, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie en peinture? Comment est-ce qu'on compose? Qu'est-ce que c'est que la composition? On va parler du nombre d'or, on va parler de la géométrie, des mathématiques dans la peinture. En fait, c'est un art majeur, la peinture. Et aujourd'hui, on en fait quelque chose de, tu vois, sans règles, basé uniquement sur les émotions, sur le ressenti. Alors, c'est magnifique, les émotions et le ressenti. Mais moi, je suis là pour dire, hé, attendez les gars, mais il n'y a pas que ça dans la peinture. Il y a tout un langage riche, extraordinaire, que moi-même j'ai reçu, j'ai été initié par un maître. Et c'est ça que je transmets avec beaucoup de bonheur dans mon école là, depuis 2002. Et du coup, moi, je vois ça un peu aussi comme une façon de préserver l'héritage aussi de tous les grands peintres des siècles précédents qui, eux, prenaient vraiment soin de vraiment respecter ces règles-là. Il y a des choses qui se transmettaient de peintre en peintre, on va dire. Et donc, toi, l'idée de ton projet, le pourquoi du truc, c'est que ça se perde pas. Absolument,
absolument. En fait, tu sais, Julie, c'est une posture très, très récente. Ça vient avec le postmodernisme de penser que tout le monde est un artiste, que les règles, on s'en fout, que le beau, finalement, il n'a pas sauvé le monde, le beau, et donc on l'a mis un peu de côté. Et aux alentours fin des années 60, début des années 70, il y a ce nouveau courant postmoderniste qui a jeté un petit peu toutes les règles. Et puis, avec 50 ans de recul, 60 ans de recul, on se rend compte que le constat, en fait, est pas très glorieux hein, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la peinture. Et effectivement, il y a cet héritage qui fait partie de l'humanité, quasiment, carrément, à réhabiliter et à essayer de transmettre. En tout cas, c'est dans ce mouvement que je suis, oui, absolument. Donc, c'est quoi? C'est presque une forme de militantisme? Ah, c'est de l'évangélisation, carrément. J'arrive avec ma petite Bible et puis je me dis, les gars, regardez ce qu'il y a. Oui, c'est du militantisme ou en tout cas réhabiliter une certaine forme de savoir, de connaissance, sortir d'une espèce de médiocrité qui est aussi un peu, je suis un peu méchant de dire ça, hein, mais on voit que toute notre société est quand même pas mal basée sur le divertissement, sur les apparences, et dès qu'on va un petit peu en profondeur, on trouve des perles, on trouve des joyaux. Moi, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer ce maître. Je le remercie tous les jours parce que c'est grâce à lui que j'ai appris autant de choses, alors que j'avais déjà fait des écoles, si tu veux, en Suisse. Et oui, ça a été une révélation et moi je ne peux pas m'empêcher de transmettre tout ce que j'ai reçu. Et en plus je le vois auprès de mes élèves, tu vois, ça fait depuis 2002 que je transmets des choses et les élèves souvent me disaient mais écris un livre, fais quelque chose, c'est pas possible, j'ai pris 10 ans de cours avant de venir chez toi, on m'a jamais parlé de tout ce que tu me racontes. Et donc tu vois, il y a aussi ce retour permanent de la part des élèves qui m'enthousiasme et puis qui me donne la force de continuer en fait, et puis qui me dit oui, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Mais d'ailleurs, je suis allée voir là, ton site il y a quelques jours et j'ai vu, alors il y a des témoignages incroyables de toute façon, et alors il y en a un qui m'a particulièrement accroché. Il y a une fille qui s'appelle Natacha qui est de Paris et qui dit qu'en 5 ans d'études d'histoire de l'art, elle n'a jamais trouvé un équivalent à ton cours. Ouais, absolument. Natacha Caron. Ouais, elle a fait la Sorbonne. Ouais, c'est fou, c'est fou. Ça, c'est quand même incroyable comme retour. Ouais, mais les écoles ne font plus leur boulot, hein. Les écoles officielles ne font plus leur boulot d'un point de vue de l'enseignement de la peinture, à mon avis, hein, à mon humble avis. On est beaucoup, en plus les écoles aujourd'hui à Genève, la grande école officielle s'appelle la HED, Haute École d'Art et de Design. Déjà de mélanger le design avec la peinture, ça montre qu'il y a eu un glissement à un moment donné, mais qui est compréhensible, quoi. Quand tu as des écoles d'art, c'est pas évident d'être un artiste, d'être un peintre. Et tu te rends compte que les gens qui ont suivi le cursus artistique se retrouvent 10 ans après au chômage parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur peinture, parce qu'ils n'arrivent pas à tourner. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a eu des décisions politiques qui ont fait que, voilà, on va peut-être sécuriser un petit peu les études et puis on va leur enseigner des métiers qui vont plus vers le design, qui vont aussi leur offrir des voies de sortie, tu vois, au cas où tu n'arrives pas avec ta peinture. Parce que c'est vrai que dans nos sociétés actuelles, il faut être un peu fou pour penser pouvoir vivre de sa peinture, en fait. C'est sûr. Mais alors du coup, moi, ce témoignage de Natacha, il m'interpelle parce que, bon, donc toi, tu me dis que les écoles aujourd'hui font plus leur travail. Ouais. Mais donc toi, finalement, tu viens un peu en compensation d'un manque théorique qui semble concret, quoi. Mais la question que je me pose, c'est, t'es tout seul sur ton marché? Parce que si elle n'a jamais trouvé... Ouais. Bah écoute, apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui enseignent ce langage. Je pense qu'on a quelques-uns à le connaître, pas beaucoup. Et puis, effectivement, il n'y a pas grand monde. Il y a plein de cours de peinture. D'ailleurs, à un moment donné, dans ma formation avec Sylvain, je suis allé voir un peu ce que faisaient mes concurrents, ce que je n'avais jamais observé avant. Et effectivement, ils ne sont pas du tout là-dedans, hein. On est beaucoup dans faire, en fait. Montrer des trucs, mettre des scotch, faire des choses. Mais on ne parle jamais de l'essentiel. On ne parle jamais de ces principes que j'évoquais tout à l'heure. Donc, effectivement, il n'y a pas grand monde sur mon marché, ouais. Ok, donc ça, c'est quand même un très gros atout pour toi, du coup, parce que du coup, tu es quand même libre de faire un petit peu ce que tu veux et du coup, de pouvoir proposer aussi des choses vraiment uniques, quoi. C'est vraiment cool.
En même temps, je me bats contre toutes ces idées reçues avec toutes ces années. Tu vois, quand je fais certaines vidéos, je me fais quand même pas mal attaquer par une partie des gens qui voient des vidéos qui me disent mais c'est n'importe quoi, la peinture c'est libre, c'est des émotions avant tout, tu vois la peinture. Donc je dois aussi leur montrer, les éduquer au fait qu'ils font de la peinture depuis un certain nombre d'années mais qu'ils ne connaissent pas forcément ce qu'il y a réellement derrière la peinture. Alors, c'est très intéressant ce que tu es en train de me dire parce que justement, j'allais te poser la question, j'allais te dire, on pourrait parfois te dire, oui, enfin, tu es complètement conservateur. Oui. Et il est où le progrès? Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, absolument. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Eh ben, je dis que non, c'est pas du classicisme que j'enseigne, puisque tous les grands peintres du XXe siècle et du XXIe, tu prends par exemple un peintre comme Soulages, qui est un des grands monstres de la peinture française, il est complètement incompris par beaucoup de gens parce que justement, on n'a pas les codes pour déchiffrer sa peinture. Et en fait, ce que j'enseigne, c'est des codes qui sont autant valables pour la peinture classique, la peinture moderne et la peinture contemporaine. La peinture contemporaine, si tu n'as pas les codes, tu passes complètement à côté de ce qu'est en train d'exprimer le peintre. Donc non, c'est un savoir qui est plutôt universel, qui tend vers l'universel, et c'est des règles qui ont été utilisées par les grands peintres contemporains aussi. Picasso, par exemple, il connaît ça par cœur. Pourtant, quand tu vois la peinture extérieure de Picasso, tu as l'impression que c'est un peu, tu vois, presque une peinture d'enfant ou un peu n'importe quoi. Et en fait, quand tu connais les codes, tu vois à quel point il maîtrise les principes de composition, les principes d'harmonie, les relations cachées entre les différentes parties du tableau, au-delà de ce qu'il représente, si tu veux. Donc, oui, c'est pas évident parce que c'est un peu confus tout ça. La peinture, elle est allée aussi très vite au XXe siècle et il y a un réel fossé qui s'est installé entre le public qui commence à peine à apprécier les impressionnistes, si tu veux, et alors qu'on est déjà dans des peintures où il n'y a plus qu'un trait noir en plein milieu de la peinture, en plein milieu de la toile. Donc, ouais, non, c'est pas du tout conservateur. On fait partie du progrès et je pense que si on veut vraiment créer un mouvement solide, il faut connaître les bases. C'est comme dans tout métier d'art. Je pense que si tu veux vraiment faire de la musique de qualité, tu as intérêt à connaître les classiques, à connaître le langage musical. Et partir comme ça à la bonne franquette et penser qu'il n'y a plus de règles, qu'il n'y a plus rien, c'est un peu le trend actuel, mais franchement, ça ne mène pas très loin. Et je pense que si un jour on juge la période actuelle, puisqu'on peut dire qu'une société, elle se mesure aussi à la qualité de ses artistes, à l'héritage de ses œuvres, et ben on risque de passer pour une société, si on ne se reprend pas d'une certaine manière, et si les écoles ne bougent pas, si elles continuent à rester sur ce trend post-moderniste, on risque d'être une triste époque au niveau artistique et notamment au niveau de la peinture. Oui, et je pense qu'au-delà de ça, ça se défend aussi en musique. La culture musicale s'appauvrit très fortement. Moi qui suis issue de ce milieu-là, je vois bien comment tous ces arts-là se sont vraiment amenuisés, quoi. Depuis 20-30 ans. Quoi, ouais. Il y a Lynn qui pose une question dans les commentaires. Elle dit: est-ce que le fait qu'il n'y ait personne dans ton marché, tu arrives tout de même à expliquer ce que tu fais? Elle te demande, elle pense que ça doit pas être évident. Oui, elle a tout à fait raison, absolument. Il y a plusieurs réactions. Si tu veux, il y a des réactions qui sont là, waouh, c'est génial ce que tu nous enseignes, je comprends enfin, tu vois, je commence à voir des choses que je ne voyais pas avant. Et puis il y a des gens qui sont complètement réfractaires et qui effectivement peuvent penser que je suis un peu une espèce d'ovni dans le monde de la peinture, tu vois. Mais effectivement, il faut les éduquer, il faut que je les éduque. Là, je suis en train de préparer une conférence, une mini-conférence où je prends plusieurs tableaux dans différentes périodes pour expliquer les tenants et les aboutissants d'une œuvre et pourquoi c'est bien de connaître les principes de composition, etc., etc.
Après, le but, c'est pas non plus de convertir tout le monde, mais en tout cas que ceux qui sont vraiment passionnés, qui ont vraiment envie d'apprendre, parce que tu vois, le truc aussi, Julie, c'est qu'il y a une notion d'effort. C'est-à-dire que tout à coup, quand tu commences à rentrer dans ce chemin-là, tu peux plus peindre comme tu faisais avant, uniquement au feeling ou à l'émotion, mais tu dois intégrer des concepts qui te demandent des efforts pour être intégrés, qui ensuite te permettent d'aller beaucoup plus loin, mais il faut d'abord passer par un certain niveau de difficulté. Et je pense qu'après, chacun fait son choix. Les gens qui sont vraiment, qui ont envie d'arriver, qui ont envie de faire plus, ils vont faire les efforts nécessaires pour avancer. Et puis les autres, eh ben, tant pis pour eux, en fait, ou alors ils resteront à leur niveau. Ce qui est bien aussi, hein, moi je ne dénigre pas du tout. Je trouve que de toute façon, la peinture, c'est aussi, et je le vois dans mon atelier, c'est aussi très thérapeutique, en fait. C'est déjà l'acte de peindre en lui-même est extraordinaire. Après, pas tout le monde va vouloir aller plus loin et puis devenir passer du niveau de amateur à quelqu'un qui est un peu plus renseigné au niveau de la peinture. Il y a Lydia dans les commentaires aussi qui te demande, ne faudrait-il pas que l'apprentissage commence en art plastique au niveau de l'éducation nationale? Oui, tout à fait d'accord. Absolument. J'avais entendu un témoignage il y a une dizaine d'années d'un type qui a repris une école importante à Lausanne qui s'appelle l'ECAL. Il a repris cette école et les journalistes lui avaient posé des questions par rapport à la peinture. Et lui, ce qu'il disait, c'est que oui, moi j'aimerais bien pouvoir enseigner la peinture, mais je ne sais pas comment, en fait. Parce que tu vois, comme on n'a plus transmis les règles depuis un certain temps, eh ben, il y a une espèce d'abandon et d'oubli de ces règles. Et elles ne sont pas super évidentes à retrouver. Et en plus, bon, bah voilà, il y a aussi tout ce côté un peu... ils s'amusent bien entre eux, en fait, ces gens, tu vois, cette espèce de caste d'art moderne qui vont dans les expos, qui organisent des expos, il y a plutôt des installations, des choses où personne ne comprend vraiment, et ben finalement, on peut jouer aussi sur le fait que oui, tu comprends pas parce que tu n'es pas un initié, mais en fait, c'est un peu creux. Si on prend un peintre comme Jeff Koons, par exemple, il est pour moi un peu le symbole de notre ère actuelle. Je ne sais pas si tu vois, c'est celui qui avait exposé à Versailles. Il avait exposé des espèces de chiens gonflés. Et c'est extrêmement kitsch et un peu creux. Mais oui, c'est clair que ça devrait commencer au niveau des écoles, déjà dans les écoles primaires ou secondaires, universitaires, de transmettre un peu plus les règles, oui, c'est sûr. Et alors du coup, toi, avec ce besoin que tu avais là de pouvoir diffuser ça, tes 150 élèves au sein de ton artquarium, ça te suffisait pas, c'était pas assez. Parce que du coup, tu t'adresses ces gens-là qui viennent dans ton centre. Ouais. Ce sont des particuliers ou c'est des gens qui ont une volonté éventuellement de se professionnaliser, de se perfectionner? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tous les cas de figure. Il y a des gens qui font de la peinture depuis un moment puis qui ont envie de se perfectionner. Il y a des gens qui débutent et tout. Écoute, c'est pas que ça me suffisait pas, c'est que j'ai eu une révélation carrément. Il y a un jour, j'étais dans mon lit étendu et j'entends clairement: mets tes cours sur Internet. Non, mais je t'assure. Ah non, mais attends, il y a Mélissa qui est venue nous parler des signaux à 14h. Elle nous a parlé des petites voix intérieures et tout. Ah ouais. Vas-y, ok, vas-y, raconte. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé en 2015 et je m'en souviendrai toujours. Et j'entends ce truc qui me passe à travers. Et je sors de mon lit, je commence à sauter dans tous les sens. Je dis, mais oui, c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Pendant 10 minutes, je sautais dans tous les sens. Puis après, je m'asseye, puis je me dis, mais attends, mais tu vas faire ça comment? J'ai aucune notion d'Internet, je connais personne, tu vois. Et là, tout à coup, la réalité a repris le dessus. Mais comme je suis plutôt... j'aime bien les challenges, les défis, et j'aime bien me battre et réaliser des choses. Donc tout à coup, je me suis mis là-dedans à fond, en plus de mon atelier. Ouais.
Okay. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet Culture Peinture. C'est comme ça qu'est né le projet Culture Peinture, absolument. Alors, c'est quoi Culture Peinture? Raconte-nous ce que c'est Culture Peinture. Alors, Culture Peinture, c'est un ensemble de vidéos. Pour l'instant, il y a 7 vidéos, environ 3h30 d'analyse et de théorie et de transmission des grandes règles dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas encore complet, hein, c'est la première vague, il y a encore plein de choses à transmettre, mais l'idée, c'est ça, c'est d'analyser des tableaux classiques, contemporains et modernes et transmettre les grands principes sous la forme de vidéos. Et j'ai déjà une 50aine de personnes qui ont acheté des vidéos. J'ai un groupe sur Facebook, un groupe fermé où on échange, où il y a vraiment une petite communauté qui est en train de naître. Voilà, c'est ça l'idée du projet. Et donc, je me suis laissé dire que tu l'exportais à l'international. Oui, je suis en train effectivement de le traduire en anglais, en russe et en chinois, absolument. Complètement mégalomane, tu sais. Mais c'est ça aussi, c'est dans cette idée d'aller évangéliser. Et c'est aussi le support Internet qui est extraordinaire, qui permet des choses qui sont d'une grandeur qui correspondent tout à fait à ma folie, hein, ça c'est sûr. Parce que je me dis, mais pourquoi pas aller transmettre ça à plus grande échelle, c'est sûr. Mais alors du coup, ça, le fait que tu commences à exporter ça vraiment, anglais, chinois, russe, en plus tu tapes vraiment les 3 langues qu'on trouve le plus en fait dans le monde, hein, donc voilà. Est-ce que c'est parce que tu as identifié un besoin ou est-ce que c'est parce que tu t'es dit, tiens, si je veux pouvoir internationaliser mon produit, me focaliser sur ces 3 langues-là qui sont les langues les plus parlées dans le monde, tu vois, est-ce que c'est une démarche parce qu'il y a eu une demande ou est-ce que c'est toi qui te dis, tiens, je vais la tenter de cette façon? Ouais, c'est plutôt la deuxième formule. Cela dit, j'avais vu une école, j'avais suivi une école qui est aux États-Unis qui s'appelle la New Master Academy et j'avais suivi quelques cours et je voyais, oui, espagnol serait bien aussi, Lydia, oui, tout à fait, tu as raison. Et l'arabe même, l'arabe, l'espagnol, le japonais, enfin, etc. Ce qui est super, c'est qu'une fois qu'on a le modèle qui fonctionne, on peut ensuite le traduire dans plusieurs langues. Bientôt, on verra Culture Peinture disponible dans 127 langues. À travers le monde. Waouh, mais c'est beaucoup de travail, hein. C'est énorme le boulot qu'il y a derrière. Donc déjà, trouver une personne qui me fait des bons cours en chinois et d'arriver à l'amener en Chine, une fois que j'aurai fait ça, je serai déjà extrêmement content. Mais ce qui est intéressant, c'est que les choses se mettent en place après, naturellement, petit à petit. Donc on verra. Mais pour revenir à cette idée de la New Master Academy que j'avais suivi des cours aux États-Unis, je crois qu'ils ont quelque chose comme 30 000 abonnés, tu vois, c'est énorme. Et en prenant leurs cours, encore une fois, ils ne touchent pas ou peu l'essentiel. On est dans comment faire un portrait, comment arriver à faire un bel œil, travailler avec la sanguine, faire un beau paysage, ce qui est super, c'est très bien, mais on ne parle pas de l'essentiel. Et là, ouais, c'est venu un peu naturellement en fait. Je me laisse un peu porter par mes intuitions et par le courant. Et alors du coup, est-ce que tu aimerais par exemple, justement sur toutes ces grandes écoles-là, est-ce que toi tu aimerais éventuellement leur proposer d'intégrer ton expertise ou est-ce que tu veux rester en complémentarité éventuellement, être vraiment... faire, cavalier seul un peu de ton côté, ou bien est-ce que tu envisages de développer ton entreprise aussi dans un axe de partenariat avec toutes ces grandes écoles qui ne font pas ce que tu fais, alors que finalement les étudiants en auraient besoin, tu vois? Ouais. Écoute, tu me souffles des bonnes idées qu'on m'a déjà soufflées et on m'a déjà dit, mais va voir les écoles et tout. Je dis oui, ça c'est quelque chose qui va venir dans un deuxième temps. Je veux absolument pas faire cavalier seul. C'est juste que d'aller vers ces grandes écoles, c'est aussi leur mettre en miroir leur manque, tu vois. Donc il faut approcher d'une manière un petit. L'idéal, ce serait que eux viennent vers moi plutôt que moi j'aille vers eux. Et donc moi je continue à faire mon travail de mon côté et si un jour ça se passe, je serai le plus heureux du monde bien sûr si on arrive et d'ailleurs c'est pas mon enseignement, c'est un enseignement que j'ai reçu et que je transmets.
je n'ai pas du tout la prétention d'avoir moi-même inventé ça. Donc, c'est juste être dans une lignée. Donc, le jour où eux seront suffisamment ouverts et auront envie, je serai le premier à le faire. Et peut-être qu'un jour, oui, j'irai les approcher quand ce sera suffisamment installé, suffisamment, tu vois, solide, et puis qu'il y aura des milliers de membres. Peut-être qu'à ce moment-là, j'irai peut-être les approcher avec un peu plus de force et de consistance que s'il y a juste 50 personnes qui ont acheté le cours. Tu vois, c'est pas le moment. Mais effectivement, j'y pense. Ouais, j'y pense, absolument. Et alors, du coup, comment on vend un cours de peinture en ligne ? Par quelle voie tu passes ? Parce que autant actuellement, tu vois, vendre du développement personnel, vendre du coaching X ou Y et tout, c'est plutôt facile, tu vois, parce que les gens sont vraiment en recherche de ça. Toi, tu es vraiment dans une super niche. Donc, comment on fait, en fait, pour aller toucher les gens dans cette niche-là ? Qu'est-ce que tu utilises comme moyen, comme outil ? Écoute, j'ai eu plusieurs expériences. En fait, déjà, il y avait la production du produit lui-même, qui était long à faire parce que c'est beaucoup de travail de post-production, des analyses sur des tableaux avec des lignes, des choses, etc. Et après, je me suis rendu compte de tout le travail qu'il faut pour aller vendre la chose sur Internet. Je suis encore en train de le découvrir, tu sais, Julie. J'ai travaillé avec des équipes, j'ai la chance de pouvoir comment on dit, je ne fais pas tout seul, tu vois. Donc, je sous-traite avec des personnes et je pensais que les personnes avec qui j'étais avant étaient des gens qualifiés et je me suis rendu compte au bout d'un an ou deux que ce n'étaient pas forcément les bonnes personnes. Donc là, je viens de trouver la bonne personne avec qui je fais du consulting, qui a vraiment des stratégies et puis qui connaît le monde d'Internet. Et comment on fait ? Là, je suis en train de préparer, comme je te disais, une petite conférence. Il y a ces fameux entonnoirs de vente ou tunnels de vente qu'il faut mettre en place. J'ai délégué à une personne qui m'a fait un tunnel de vente mais qui ne marchait pas du tout parce que lui c'était un commercial et il utilisait un ton qui était beaucoup trop agressif. Donc les gens, déjà que la matière est un peu particulière, si en plus tu y vas avec un ton agressif, il y a la plupart des gens qui partent en courant, tu vois. Donc je ne sais pas encore, je n'ai pas encore trouvé la super bonne formule, mais je ne désespère pas qu'à un moment donné, ça va venir. Trouver le bon ton, avoir envie de transmettre, d'aider les gens plutôt que de leur mettre au visage qu'ils ne savent rien et qu'il faut apprendre, hein, tu vois. Donc il faut trouver la bonne formule. Je ne l'ai pas encore trouvé exactement. Pour l'instant, je fais pas mal de vidéos. J'ai une chaîne YouTube où je fais des petites analyses de certains tableaux. Et puis, c'est toute une stratégie, du storytelling aussi. Il y a beaucoup de storytelling à mettre en place. Donc, en fait, ce qui est dingue, c'est que je dois me former sur plein de choses. C'était la question que j'allais te poser, justement. Je voulais te dire, mais alors, du coup, comment tu fais ? Tu te formes ? Tu fais quoi ? Ouais, je me forme. J'ai ce fameux consultant qui s'appelle Dushan, qui est extraordinaire. J'ai vraiment trouvé la perle, à mon avis, parce que je sens qu'il me fait avancer sur des choses bien précises. Et voilà, pour l'instant, j'ai les mains dans le cambouis et j'avance. Bon. Ça me fait dire, j'en profite pour dire à toutes les filles qui sont là, l'importance de bien s'entourer. Quand on choisit de déléguer les choses parce que le projet est trop important ou parce qu'on veut se concentrer sur son cœur de métier et que c'est ce qu'on disait hier avec Pascaline, on avait insisté sur le fait de miser sur nos forces et de déléguer nos faiblesses. Et quand on délègue les choses qu'on ne sait pas bien faire ou qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a pas le temps de faire parce que ce n'est pas notre cœur de métier, bien s'entourer, c'est hyper important. Trouver les bonnes personnes, prendre le temps en fait de trouver la bonne personne qui va faire le bon travail pour nous, dans la bonne approche, qui a aussi une bonne compréhension de ce qu'on veut faire, de notre intention dans le projet et tout, c'est hyper important parce que un mauvais conseil dans ce genre de démarche d'entreprise, ça peut être vraiment dramatique, hein, ça peut avoir vraiment un impact à long terme, à la fois sur l'image de marque, sur ton identité de marque à toi aussi, l'image du produit, sur tes ventes et tout. Alors, Lydia dit comment faire pour trouver ces bonnes personnes. Je ne sais pas, Gilbert, est-ce que tu as une proposition à nous faire de réponse ?
Bah déjà, souvent, on s'en rend pas compte tout de suite. Moi, c'est mon expérience. Tu vois, j'ai travaillé, comme je t'ai dit, pendant 1 an et demi avec certaines personnes, et c'est seulement au bout d'1 an et demi que je me suis rendu compte que, mais mince, mais ça décolle pas, mais c'est pas possible. Et quand je leur fais des propositions, ils sont toujours là, oui, oui, c'est bien, mais eux-mêmes ne m'amènent pas vraiment des solutions concrètes, ou alors des débuts de solutions. Donc, je pense qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Et puis après, il faut faire confiance et puis chercher. C'est pas évident de trouver les bonnes personnes. Moi, j'ai pas de solution miracle, si ce n'est d'être à l'écoute absolument des signes, hein, comme disait Mélissa. Parce que moi, ça s'est passé un peu comme ça. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pour toute autre chose, qui m'a parlé de monsieur Untel, et puis je suis allé voir, et puis tout à coup, j'ai senti que oui, c'était lui. Mais après 2 ans, 2 ans et demi, que j'ai déjà démarré mon projet. Donc, il faut surtout avoir envie de le voir fleurir, avoir cette espèce d'énergie et de force, de conviction de voir fleurir son projet et de ne pas s'arrêter au premier coup de vent, en fait. Et puis, tout à coup, l'univers, comme disait Sylvain un jour, et c'est des choses qu'on retrouve à plein d'endroits, c'est que l'univers concourt à notre bien-être ou à notre réussite. Donc effectivement, il faut savoir prendre des décisions, des fois de dire bon ben avec toi j'arrête, stop, c'est fini, je veux plus travailler avec toi, et je me mets un petit peu en fragilité parce que je vais devoir chercher quelqu'un d'autre. Il y a toute une période où j'ai personne, mais je sais que c'est pas avec toi que ça va continuer. Donc prendre des décisions et continuer à chercher, et en général on trouve. Je pense que si on est vraiment motivé, ça se met en place. Et je rajouterais que construire un projet professionnel, et à plus forte raison un projet d'entreprise, c'est un peu comme apprendre à vivre avec quelqu'un. Absolument. Tu sais, ouais. je sais pas, quand tu rencontres, je sais pas, une personne, que tu commences à vivre avec elle au quotidien, bah, tu sais pas tout de suite de cette personne-là. Il faut la côtoyer, il faut discuter avec elle, expérimenter la vie avec elle. Et pour moi, en tout cas, moi, j'expérimente ça dans mon entreprise. C'est vraiment ça. Plus le temps passe, mieux je connais mon projet. Mieux je connais mes envies, mieux je connais mes attentes aussi par rapport aux gens qui peuvent éventuellement travailler avec moi. Mieux je connais mes cibles, etc., etc. Et donc, plus fine est mon analyse d'une éventuelle collaboration avec quelqu'un. Et je pense que se tromper de personne au début, je pense que ça fait partie du jeu. Absolument. Parce que il y a un moment donné où même si c'est toi le porteur de projet, il y a un moment où tu es encore en situation de découverte, de dire « Ah, je suis encore en train de peser le pour, le contre, de voir comment ça va se construire, toute cette histoire. » Et donc forcément, comme tu connais pas toi-même à la perfection ce que tu es en train de proposer à quelqu'un d'autre, l'interprétation de cette proposition, elle peut être spéciale. Enfin, elle peut ne pas correspondre à ce qu'il te faudrait vraiment. Donc, je pense que déléguer et vraiment intégrer quelqu'un sur le long terme à un projet professionnel, ça implique d'avoir une vraie bonne connaissance de ce qu'on fait. Lydia, tu parles de connexion, et oui, c'était le point que j'allais donner après. On en a parlé d'ailleurs avec Mélissa déjà, hier et puis aujourd'hui. L'écoute de ce que vous indique en fait votre cœur, votre cerveau, votre corps quand vous rencontrez quelqu'un qui de suite, en côtoyant votre projet, va se montrer force de proposition, va sembler vraiment intéressé par ce qui se passe et avoir une forme de connexion avec le projet, c'est déjà un bon signal que ça peut être quelqu'un d'utile pour vous. Quelqu'un qui a l'air de prendre le truc à moitié par-dessus la jambe ou comme n'importe lequel des autres projets qu'il a pour ses clients. Personnellement, je détesterais travailler avec quelqu'un qui ne donnerait pas à mon projet quelque chose de particulier. Une attention particulière, un soin particulier. Je préfère chercher plutôt que d'être avec quelqu'un qui va être neutre en fait. Moi, soit mon projet il t'intéresse et tu as envie de t'investir dedans, soit je vais chercher quelqu'un d'autre, tu vois. Donc il y a aussi, je pense, une histoire de connexion avec la personne, entre la personne et toi et entre la personne et ton projet. Je pense que ça fait partie des choses à prendre en compte. Oui, absolument, absolument. Et Laurence, je vois qu'il y a des élèves à moi et des amis. Il y a Laurence Gauchard qui est une des élèves. Et puis j'ai vu une autre élève qui a suivi le cours de culture peinture. Et Valéria, je vous dis bonjour et merci d'être là avec nous. Merci. Oui, c'est une aventure, hein, c'est une aventure, effectivement. Mais encore une fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Moi qui ne suis pas du tout un technicien, qui ne suis absolument pas dans ce domaine, tu vois, j'ai mis un moment pour m'en rendre compte. Donc, ouais.
c'est une aventure. C'est une aventure, une belle aventure d'ailleurs, parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et oui, bah, de toute façon, c'est toujours ça, hein. Mm. Et en plus, chaque phase d'expansion est toujours suivie d'une légère pause aussi, hein, puis après ça remonte. Personne n'est toujours comme ça, hein. Ça monte jamais comme ça. Il y a toujours un moment et c'est nécessaire, je pense, ne serait-ce que pour se recentrer sur ce qu'on veut faire. Il faut qu'il y ait un moment donné où il y a un creux et où on puisse ralentir, prendre du recul pour repartir ensuite et remonter du coup encore plus haut. Parce qu'en général, on descend, mais quand on remonte, on dépasse le palier haut qu'on avait fait avant. On arrive encore plus haut que ça. Et alors du coup, est-ce que tu as des projets par exemple, donc au-delà de ton cours en ligne, est-ce que tu aurais éventuellement des projets d'exporter ton centre Artquarium ailleurs, c'est-à-dire d'en faire une antenne quelque part? Est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Écoute, c'est marrant que tu me poses la question parce que je suis en train de former des élèves à enseigner. En fait, j'ai 5 ou 6 personnes. On va commencer une formation bientôt. Parce que l'idée, je ne te cache pas que dans un petit moment, j'aimerais bien pouvoir me retirer aussi de mon centre, dans le but de faire de la peinture. Parce que tout ça, ça me prend tellement de temps et d'énergie que je n'ai pas énormément de temps pour ma propre peinture. Donc, je suis un peu un peintre amoureux de la peinture qui s'est fait prendre dans une espèce de tourbillon et qui, pour ça, a dû mettre un peu sa peinture de côté. Donc, l'idée, c'était de former des personnes. Là, j'ai 5 ou 6 personnes que je vais commencer à former à partir du mois de mai et leur apprendre à donner des cours de toutes les étapes, hein, de la première pomme qu'on dessine jusqu'aux spirales avec le nombre d'or, etc. Donc, c'est tout un boulot. Et l'idée que j'ai eue, c'était de filmer cette formation et ensuite de la mettre en ligne. Donc, tous ceux qui sont des peintres qui ont déjà une certaine expérience, qui ont envie d'ouvrir un atelier, mais qui ne savent pas forcément toujours comment faire pour ouvrir un atelier et comment tu parles aux élèves et comment tu leur fais passer une étape enfin les différentes étapes qui vont les amener à une certaine maîtrise. Donc oui, ça c'est la dernière idée qui vient de germer, c'était de filmer la formation et de la mettre en ligne pour proposer aux peintres amateurs qui ont envie d'ouvrir un atelier d'avoir un peu de matière, de contenu à transmettre. Alors ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, le 80-20. 20% des efforts donnent 80% des résultats. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que là, tu formes des gens et en fait, tu as toujours un coup d'avance, tu vois. Pareto, c'est ça en fait, c'est avoir un coup d'avance tout le temps. C'est-à-dire, là, je suis en train de faire ce truc-là, qu'est-ce que ça va me permettre d'obtenir comme amélioration de mon process, comme amélioration de mon chiffre d'affaires, comme ceci, comme cela, tu vois. Et donc, du coup, en fait, tu prépares en même temps la suite. Absolument. Et donc, ça, c'est hyper important. Et par exemple, l'événement qu'on fait là en ce moment, c'est un Pareto à fond, mais à fond. Parce que là, si tu veux, ce que je suis en train de faire, bien sûr, je vais le garder, c'est évident. Donc là, j'ai un package de 9 vidéos que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres contextes, que je vais pouvoir peut-être proposer comme porte d'entrée vers tout ce que je fais plus tard. C'est un événement qui me permet de doubler le nombre de personnes dans mon groupe Facebook. Enfin, tout ça, c'est construit de façon à ce que, à la fois, les gens qui y assistent récupèrent un maximum de valeur, mais moi, je mesure très précisément comment ça peut développer mon truc derrière aussi. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est 20% des efforts donnent 80% des résultats. Et ça, c'est vraiment une règle à intégrer dans tous vos process, les filles, parce que plus vous allez mettre ça en focus dans votre tête, et plus vous serez efficace. Parce qu'à chaque fois quasiment que vous faites quelque chose, il y a moyen que ça ait un impact 2 ou 3 cases plus loin sur ce que vous faites. Et donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ça en tête. Donc, bravo Gilbert, beau 80-20. Je te félicite. C'est génial. Et alors, du coup, cette formation filmée, c'est quelque chose donc, quoi, que tu vendrais, ou alors ce serait accessible aux gens qui souhaitent être estampillés Gilbert, on va dire. Et du coup, quoi, il y aurait une forme de licence ou un truc comme ça? Comment tu penses le truc? L'idée, pour l'instant, je n'ai pas encore trop réfléchi à comment le commercialiser après, mais je pense le vendrais dans le programme Culture Peinture. En fait, il y aurait Culture Peinture les cours, et puis il y aurait Culture Peinture la formation pour devenir prof.
Et ce que j'ai envie de rajouter par rapport à la loi de Pareto et puis à tout ce qu'on fait, c'est d'être vraiment guidé par l'envie d'apporter quelque chose aux gens. Parce que si je le fais, c'est pas uniquement dans une idée de rentabilité, tu vois, maximum, mais c'est parce que j'ai envie de transmettre et c'est parce que j'ai envie de donner, j'ai envie, et ça c'est important comme valeur, d'être bien aligné avec son projet et ce qui dégage. Et puis après, effectivement, on trouve des solutions. Toi, tu es super forte par rapport à ça. Moi, je ne suis absolument pas un stratège. Moi, je suis un… Ouais, c'est vrai c'est vrai que si j'ai une qualité, c'est ça. C'est vraiment la stratégie, enfin, du moins la projection, quoi. Et puis, en plus, le truc, c'est que comme je maîtrise très bien mes outils, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire… J'ai besoin d'un truc, je sais exactement quoi utiliser, à quel moment, de quelle façon, comment ça peut communiquer les uns avec les autres et tout. Donc ça, c'est un énorme atout. C'est génial. Ouais. Et à la fois, c'est pas indispensable. Je connais aussi plein d'autres entrepreneurs, tu vois, qui sont d'excellents stratèges aussi, qui trouvent toujours des moyens de contourner. Ils savent pas quoi utiliser, bah c'est pas grave, ils vont faire avec autre chose, tu vois. Enfin, ils vont bricoler des trucs et tout. Mais de toute façon, oui, Pareto et de façon générale, en entrepreneuriat, la projection, c'est important. Si vous vous limitez juste à l'étape où vous en êtes, c'est un peu ce que Caro disait ce matin, vous voyez 10 mètres devant, ok, mais si vous faites un pas en avant, vous allez voir les mêmes 10 mètres, mais décalés. Et donc, vous allez voir plus loin. Et donc, ça, c'est vraiment important d'avoir toujours au moins un coup d'avance. Je fais ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça va permettre de faire demain ? Parce que si on reste bloqué sur la case de là, maintenant, ok, c'est très bien d'approfondir les choses et tout, mais on ne peut pas naviguer à vue, en fait. C'est pas possible. Donc, il faut toujours imaginer comment on va pouvoir exploiter ce qu'on a déjà fait pour servir ce qui va venir. Ça, c'est vraiment… Ouais, c'est génial. Et ça permet aussi d'avoir un certain détachement émotionnel, je dirais, par rapport au processus. Tu vois, si tu as le nez dedans et puis que tu vois que ça. Par contre, si tu as un peu de recul, tout à coup, tu es aussi un peu plus détaché émotionnellement. Et puis, ça t'ouvre des possibilités que tu n'avais pas forcément vues. Ouais, c'est important. C'est cette vision de l'aigle, un petit peu. D'être au-dessus du phénomène. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et alors, donc là, du coup, la conférence dont tu parlais, elle n'est pas encore en ligne, hein, c'est ça ? Non, c'est pas encore en route, ça ? C'est pas encore en route, ça devrait se faire. Je suis en train de l'écrire, de finir de l'écrire. Et puis, mon consultant me donne plein de clés importantes d'un point de vue commercial. Mais il y a tout le contenu, le corps, et je suis de nouveau en train de faire des petites analyses, etc. avec un autre membre de l'équipe qui s'appelle Emerald, qui fait tout le travail de post-production. Il se trouve qu'il est super occupé en ce moment. Donc ça avance à petits pas un peu. Mais j'espère que dans un mois ça le sera et je te l'enverrai, tu me feras un retour. Ah oui, bah carrément. Et alors, quels sont tes objectifs avec ce nouveau tunnel là ? Tu comptes faire combien ? Tu sais à peu près ? Tu t'es fixé un palier, un truc ? Ouais, franchement, j'ai envie d'avoir. Je pense que 2 ou 3 000 membres, ça devrait pouvoir se faire. 2 ou 3 000 membres, pour l'instant j'en suis à 50. Donc si c'est bien fait, si c'est bien proposé, s'il y a un bon storytelling, une bonne communication avec les outils de Facebook, parce que Facebook c'est quand même extraordinaire, on n'arrête pas de cracher dessus, mais il y a des outils extraordinaires derrière. Et je pense que vu la niche, parce qu'on parlait effectivement des gens qui font de la peinture, mais il y a aussi tous ceux qui aiment la peinture, qui ont envie d'aller au musée avec un peu plus de connaissances, un peu plus de clés. Je pense que le réservoir est énorme en fait. Les gens... Moi, par exemple, typiquement, je suis carrément quelqu'un qui pourrait t'acheter ton produit. Tu vois. Ouais. Parce que moi, en plus, quand je vais dans un musée, j'adore. Des fois, je passe 10 minutes devant un tableau, je me dis, waouh, c'est beau, ça me fait ça, ça me fait ça. Par contre, je suis incapable de te dire comment c'est construit. Et il y a plein de fois où je vois bien qu'il y a une démarche. Je veux dire, je vois bien qu'il se passe des trucs sur cette toile. Mais par contre, je ne suis pas du tout capable de te dire ce qui se passe. Et des fois, je me dis, oh, c'est quand même dommage que je n'arrive pas à comprendre. Ouais, absolument. Et moi qui suis vraiment curieuse et tout, je pense que je suis tout à fait dans ta cible. Absolument. Écoute, tu pourras me mettre en bêta-testeuse si tu veux. Ah bah oui, volontiers. Oui, je te ferai une réduction sur les prix. Et ça me fait penser à un truc. Je viens d'être contacté par un type qui a créé une nouvelle application pour les musées, en fait. Il veut dépoussiérer un petit peu le concept de guide musée et il fait ça sur une application qui s'appelle Limitless, qui est uniquement sur
Mac, iPhone. Et en fait, son idée, c'est qu'il y ait plusieurs intervenants, plusieurs spécialistes, des historiens de l'art, des connaisseurs de la peinture. Et il m'a trouvé, je pense, sur YouTube, et il m'a contacté en me disant « Ah ben tiens, ça m'intéresserait que tu bosses dans notre projet. » Donc tu vois, tout à coup, quand on fait les choses, ça fleurit de plein de manières complètement inédites et pas forcément recherchées au départ. Mais je trouve intéressant cette idée de participer à une application qui sera ensuite dans les musées. Et si cette application fonctionne, il y aura certainement un retour aussi pour moi. Donc par rapport à ta question de tout à l'heure, je pense que 2 ou 3 000 personnes, c'est vraiment le minimum. Tu vois, il peut y avoir 10-15 000 personnes juste pour le marché francophone. Alors après, il y aura le marché anglophone, les États-Unis. Parce qu'en France, franchement, c'est réputé comme étant relativement difficile de vendre un produit sur Internet. Les États-Unis, les Américains achètent beaucoup plus et beaucoup plus facilement. Ils sont plus dans le fun du truc. Donc, je pense qu'il y a des possibilités. Et c'est là où je trouve que c'est particulièrement intéressant avec ton projet parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, sur une méga niche. Un truc, c'est hyper pointu, quoi. Et en plus, avec ce que tu disais par rapport au postmodernisme et tout, on est sur une niche qui en plus paraît obsolète à plein de gens. Et pourtant, elle va pouvoir se refaire une place grâce au digital. Et la preuve, tu vois, il y a un gars qui t'appelle et qui te dit « ça vous dirait pas d'être dans mon appli ?» Donc, du coup, ce qui est vraiment super, c'est qu'un secteur comme le tien, qu'on pourrait penser très compliqué en fait à faire vivre et à faire survivre en fait à toute cette nouvelle ère, et ben finalement, tu vas pouvoir profiter en fait du web, de tout ce qui existe aujourd'hui en termes de transfert digital des compétences et du savoir, pour continuer à le faire vivre et à le transmettre encore plus que ce que tu aurais pu faire. Je trouve ça fabuleux quand même. Oui, absolument. C'est quand même dingue cet univers du net. C'est dingue, c'est génial. C'est vraiment génial. Ça offre des possibilités qui sont énormes. Et c'est un peu ce qu'on montre là depuis 2 jours. J'ai reçu des gens dans des secteurs hyper différents, dans des trucs complètement improbables parfois. Et on a tous en commun ce truc de quel que soit le projet, à partir du moment où c'est sur le web, c'est possible, il y a moyen, quoi. Absolument, absolument. Waouh! Gilbert, tu me fais rêver. Écoute, super. Si tu avais 3 conseils à donner aux personnes qui t'écoutent, donc le plus souvent dans la communauté Rose Magma qui me suit, ce sont des femmes qui sont porteuses de projets. Il y en a qui sont encore à la réflexion, il y en a d'autres qui sont déjà en mouvement, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus avancées. Donc si tu avais 3 conseils à donner à ces femmes-là qui ont envie d'entreprendre, quel que soit l'endroit où elles en sont, qu'est-ce que tu dirais? Alors, 3 conseils. Un des conseils que j'aurais envie de donner, c'est de trouver un moyen pour avoir des ressources, pour aller se ressourcer. Tu vois, par exemple, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement et il faut impérativement, à un moment donné, savoir prendre du recul et se ressourcer. Moi, il y a des fois, je ne fais rien pendant 3 jours parce que j'ai tellement fait depuis un moment qu'à un moment, tu fais rien. Tu fais plus rien, tu laisses passer, tu t'amuses, etc. Tu vas faire du sport, tu vas faire des balades, ça c'est super important. J'ajouterais peut-être se ressourcer aussi intérieurement, spirituellement. Pour moi, ce qui me donne aussi cette force, cette conviction, c'est la méditation, par exemple. Pour d'autres, ce sera peut-être le yoga, ce sera peut-être le chant, mais sentir des endroits où tu te recharges, parce que en fait, c'est des projets à long terme et il faut surtout pas s'essouffler au premier virage ou à la première côte, tu vois. Après, bien sûr, être convaincu de son projet, faut qu'il y ait quelque chose d'important à dire, faut qu'il y ait quelque chose d'important à transmettre ou d'important pour soi, que nous, on juge important. Et à partir du moment où soi-même, on est convaincu, parce que s'il y a un doute par rapport à ce que tu as envie de transmettre, tu dis, ouais, mais je sais pas si c'est vraiment bien et tout. Donc déjà, se poser les bonnes questions, se mettre en face de soi-même et se dire, est-ce que ton projet, il vaut vraiment la peine d'être transmis ? Est-ce que tu penses que ça va aider quelqu'un? Est-ce que ça va aider, ça va apporter quelque chose? Si là, tu es convaincu de ton projet, ça aussi, c'est important et ça te crée des racines, ça te crée une force.
Voilà, déjà, ça, c'est les 2 premiers conseils que j'ai envie de donner. Le 3e, on l'a évoqué tout à l'heure, peut-être de bien s'entourer, d'écouter les signes, parce que l'univers nous parle en permanence, il nous parle à travers la bouche des autres, à travers une affiche qui passe. Et quand tu as un questionnement, sois à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, parce que souvent, c'est là que se trouvent les réponses. Ça paraît fou dans notre monde très, comment on dit, tu cartésien. Vois, ouais, cartésien, merci, de penser comme ça. Et pourtant, être cartésien, c'est juste une position. Il y a plein de manières d'envisager le réel, qui ne vient pas uniquement de nos philosophes cartésiens. Et si on prend les chamans, si on prend plein de traditions, de sociétés traditionnelles, elles ont des manières d'envisager le réel qui est complètement différent. Et je dirais que les signes, pour beaucoup de civilisations, c'est quelque chose de très, très concret. C'est nous qui, dans notre société cartésienne, ont un peu de peine avec ce qui ne peut pas être expliqué. Et pourtant, l'univers, il nous parle en permanence. Et moi, je suis à fond connecté avec ça et je conseille à toutes les personnes de commencer à ouvrir les antennes par rapport à leurs projets. J'aime beaucoup, je ne sais plus comment tu l'as formulé exactement, mais quand tu dis une certaine vision du réel, quoi. Oui. C'est ça. Et on en a parlé avec Mélissa aussi, quelque part, la façon dont on choisit de percevoir le monde, ça peut avoir un impact majeur sur l'ensemble de notre vie, quoi. Parce que finalement, ça reste un choix de vision qui est préconditionné par plein de choses, mais il y a aussi des moments où on peut décider de sortir de nos conditionnements et d'envisager le réel sous une forme beaucoup plus libre aussi. Et libre et puis positive, se projeter positivement, se dire non, ça va marcher, je visualise. Par exemple, il y a des tas de qualités en nous qu'on n'utilise pas. La visualisation, c'en est une. Commencer à visualiser que son projet fonctionne au-delà des espérances cartésienne, encore une fois, ça crée une énergie, ça crée une impulsion vers quelque chose. Et moi, je pars du principe qu'on est des magiciens, mais qu'on l'a souvent oublié. Donc, c'est aussi retrouver ces pouvoirs-là à l'intérieur de nous, de magie, de créer de la magie avec son projet. D'ailleurs, ça nous incite à ça, souvent d'être entrepreneur sur le web. Et je trouve que Sylvain Carruffel, il incarne bien cette énergie, je trouve. Quelque chose de magique chez Sylvain, je trouve. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais écoute, c'est une très belle conclusion, je trouve, cette histoire de magie. C'est une très belle conclusion. Et oui, je pense qu'il y a, dans le fait d'entreprendre, il y a une forme de magie. Parce que, quelque part, c'est magique de décider de piloter sa vie soi-même. Et parce qu'en fait, depuis le tout début, depuis qu'on est petit, quelque part, on nous a tracé la route, quoi. Il faut faire les choses comme ça, et puis ensuite, tu feras des études, et puis ensuite, tu iras travailler, et puis ensuite, tu feras ceci. Et en fait, entreprendre, c'est tellement reprendre le pouvoir sur cette route toute tracée et dire, mais attends, c'est quoi, tu m'as fait ça, mais moi, je fais ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment magique parce que c'est une vraie décision de faire ça. De dire, OK, en fait, je vais tracer ma route à moi. Et moi, je ressens ça de façon magique parce que du coup, tous les jours, ça me permet de me réinventer, de réinventer aussi la suite. Parce que finalement, c'est moi qui décide de comment les cartes vont être jouées. Tu vois? Et donc, voilà, je trouve ça tellement énorme. Oui. C'est magnifique. Bon, écoute, Gilbert, en tout cas, je te remercie vraiment d'être venu nous voir. Merci à toi. C'était vraiment cool, ça m'a fait vraiment plaisir. Les filles, on se retrouve demain à 13h30. Ça commence tard demain, dites donc, je fais la grasse matinée ou quoi? Non, pas du tout. J'ai un travail de ouf. Mais on se retrouve à 13h30 demain pour rencontrer Marion. Donc Marion, elle a créé une marque de vêtements pour hommes qui s'appelle Ramage. Elle fait du modélisme et de la couture sur mesure et demi-mesure pour les hommes. Et elle va venir nous expliquer comment elle a décidé de se lancer là-dedans parce qu'elle a aussi une chouette histoire. Sur fond de construction personnelle et d'accidents de la vie et de choses comme ça. Et donc, c'est vraiment une très, très belle histoire à partager avec vous. Gilbert, merci
Gratitude Merci à toi. pour ta présence. À demain tout le monde et le replay de la diffusion de ce soir en ligne très bientôt. Ceux d'aujourd'hui de Caro et Mélissa sont déjà dispo sur la page concernée. Voilà, je vous embrasse. Bonne soirée tout le monde. À Au demain. revoir. Au Salut, revoir. salut. Ciao Ciao. Gilbert.